Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, poursuit sa visite officielle en Martinique après son arrivée mardi. Le transporteur Madina Transconnect annonce la fin du mouvement de grève entamé le 29 juin. Dans votre avis compte, pensez-vous que dans l'histoire, l'esclavage est le plus grave crime commis contre l'humanité? Vos réactions dans un instant. Et le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule « L'Iran, Israël et la raison ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. Santé, la camomille est particulièrement efficace pour calmer l'inflammation responsable des quintes de toux persistantes. Utilisée en infusion de fleurs séchées, elle complète parfaitement un protocole de soins doux pour les personnes aux muqueuses sensibles. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air est moyenne aujourd'hui. Je vous le disais en titre, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, poursuit sa visite officielle en Martinique après son arrivée mardi. Au programme figurent plusieurs rencontres avec les élus locaux afin d'évoquer les dossiers liés à la sécurité, au développement économique et aux projets structurants du territoire. Elle a longuement rencontré hier le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, mais peut-être plus important, un nouveau chapitre pour l'évolution institutionnelle de la Martinique s'est ouvert. En déplacement sur l'île, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a annoncé un nouveau cap pour le territoire avec la signature à l'ancien domicile d'Aimé Césaire d'un accord cadre dont on voit mal pour l'instant les contours et la portée, mais le lieu choisi pour la signature et les discours récurrents de Serge Letchimy suggèrent qu'il s'agit d'un pas significatif vers plus d'autonomie ou vers l'autonomie, ce n'est pas la même chose, affaire à suivre. Le Festival culturel de Fort-de-France ouvre officiellement sa 55e édition ce mercredi 1er juillet. Organisé par la ville de Fort-de-France jusqu'au 25 juillet, l'événement est placé sous le thème Diaspora nègre et s'ouvre avec un concert d'Izzy Kenanga célébrant ses 25 ans de carrière. Cette édition entend mettre en valeur les artistes de la diaspora à travers une programmation mêlant musique, théâtre, danse et débat. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Le prix du gazoil routier baisse de 19 centimes pour s'établir à 1,90 € le litre. Le supercarburant sans plomb diminue, lui, de 8 centimes. Il coûte 1,91 € le litre. La bouteille de gaz enregistre une baisse encore plus importante, 1,31 €. Elle passe sous la barre des 25 € pour s'établir à 24,99 €. On connaît tous Netflix, mais beaucoup moins l'homme qui a changé notre manière de regarder des films et des séries, Reed Hastings. À 65 ans, le cofondateur de la plateforme va quitter définitivement l'entreprise en juin prochain, après l'avoir dirigée pendant près de 30 ans. En 1997, Reed Hastings crée un service de location de DVD par la poste, puis transforme ce que nous connaissons désormais en tant que Netflix en plateforme de streaming en 2007. Il se lance dans la production de séries originales, bousculant Hollywood et les chaînes de télévision. Il pousse Disney, Amazon ou Apple à lancer leur propre plateforme. En 2023, il laisse déjà la direction générale à Ted Sarandos et Greg Peters.
Aujourd'hui, il renonce à la présidence exécutive, estimant que la relève est prête pour affronter une concurrence plus rude, la fin de l'euphorie du Covid et la nécessité d'inventer de nouveaux relais de croissance, comme la publicité ou le sport. Reed Hastings veut désormais consacrer plus de temps aux technologies d'avenir notamment. Diplômé en intelligence artificielle, il a rejoint le conseil d'administration d'Anthropic, preuve qu'après avoir révolutionné l'audiovisuel, il compte encore peser dans les grandes transformations technologiques à venir à travers l'IA par exemple. L'enquête se poursuit après la fusillade survenue mardi matin sur le front de mer de Fort-de-France. Un policier a été blessé par balle lors d'une intervention contre un braquage présumé, tandis que le suspect, grièvement touché, est décédé à l'hôpital. Les investigations doivent désormais déterminer les circonstances précises des échanges de tirs. Le transporteur Madinina Transconnect annonce la fin du mouvement de grève entamé le 29 juin. La rencontre avec la direction ce mardi 30 juin a donc porté ses fruits. Un protocole de fin de conflit a été signé, mais attention, la reprise du service n'est pas encore intervenue. La direction de l'entreprise indique qu'elle n'a pas les moyens nécessaires pour se fournir en carburant, Martinique Transport ne l'ayant pas payé. Environ un tiers de la population mondiale, soit plus de 2,5 milliards de personnes, s'endettent pour faire face aux dépenses courantes. Une dette qui ne sert donc pas à investir, acheter un logement ou créer une entreprise, mais à vivre. C'est une réalité aussi bien dans les pays du Nord que dans ceux du Sud. Pour une part croissante de la population, emprunter n'est plus exceptionnel, c'est devenu une condition ordinaire d'existence pour payer le loyer, l'alimentation, les soins, les transports, les dépenses de santé, les frais scolaires ou les factures, ou parfois pour rembourser d'autres dettes. Cette dette du quotidien ou dette de survie reflète une évolution constatée depuis plusieurs décennies. Dans de nombreux pays, les revenus stagnent et se précarisent, contrats de travail temporaire, travail informel, emploi via les plateformes numériques comme la livraison de repas par exemple, ou horaires variables. Parallèlement, le coût de l'alimentation, du logement, de la santé et de l'éducation ne cesse d'augmenter, tandis que les systèmes de protection sociale se fragilisent et prennent de moins en moins en charge certains besoins essentiels. Dans un tel contexte, le crédit compense de plus en plus ce que les revenus et les dispositifs publics ne couvrent plus, et la dette devient une manière de boucler les fins de mois. Ce type d'endettement ne touche d'ailleurs pas seulement les ménages les plus pauvres. Une grande partie des personnes concernées se situe au-dessus des seuils de pauvreté officiels. Elles travaillent souvent, disposent parfois d'un revenu stable, mais insuffisant pour absorber les hausses de prix, les dépenses imprévues ou les périodes d'instabilité professionnelle. Ce qui diffère entre les pays du Nord et ceux du Sud, c'est la forme de l'endettement. Certes, les taux de pauvreté et l'absence de protection sociale dans de nombreux pays du Sud exposent leurs habitants à l'endettement de survie. Mais la proportion de ménages endettés pour des dépenses courantes est à peu près la même, un tiers, dans les pays riches que dans les pays pauvres. Ce sont les formes d'endettement qui diffèrent. Dans le Sud, il s'agit de dettes auprès de proches, des commerçants, des employeurs ou des prêteurs informels. On peut citer le Brésil où 40% des adultes sont fichés pour défaut de paiement. Dans les pays du Nord, la dette prend la forme de découverts, de paiements fractionnés, de retard de règlement des factures ou de crédits liés aux cartes bancaires. Une partie des ménages utilise désormais les cartes de crédit ou les découverts comme outil permanent de gestion budgétaire. Aux États-Unis, près de la moitié des ménages détiennent des dettes de cartes de crédit, souvent utilisées pour couvrir des dépenses ordinaires comme l'alimentation, les soins ou l'essence. Au Royaume-Uni, les retards de paiement des factures d'énergie ont fortement augmenté ces dernières années. La fragilité financière des ménages apparaît partout. Les remboursements des intérêts de la dette absorbent environ 30% des revenus au Tamil Nadu, un État de l'Inde,
10% au Brésil et 9% aux États-Unis. Une situation qui entraîne souvent une réduction des dépenses alimentaires, une dégradation de la santé, y compris mentale, des migrations contraintes, une exposition à l'exploitation sexuelle, voire des suicides. Et à quelques jours du départ du Tour cycliste de Martinique, les préparatifs s'intensifient, les différentes équipes finalisent leurs effectifs, tandis que les organisateurs peaufinent le dispositif sportif et logistique de cette nouvelle édition. Le marché immobilier de Dubaï, qui apparaissait encore récemment comme un véritable Eldorado pour les investisseurs, commence à se fissurer sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient. Refroidi par le conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, ainsi que par les tirs de missiles et de drones ayant visé les Émirats arabes unis fin février, de nombreux acheteurs se mettent en retrait. Les promoteurs multiplient désormais les messages commerciaux agressifs, les offres spéciales et les baisses de prix pour tenter d'écouler leurs programmes, signe que la demande s'essouffle. Selon un rapport de Goldman Sachs, le nombre de ventes de logements sur plan a chuté d'environ 30% sur un an à Dubaï. Les acheteurs restent présents, mais ne sont plus prêts à payer les prix d'avant-crise. Ils exigent souvent des remises d'au moins 10 à 15%, parfois davantage pour les biens haut de gamme. Après une augmentation spectaculaire d'environ 60% des prix entre 2022 et le début de 2025, la tendance s'est inversée. En mars 2026, à Dubaï, les prix auraient reculé pour la première fois depuis la pandémie, de l'ordre de 5 à 6%. Ce retournement frappe aussi le marché locatif. De nombreux expatriés quittent l'Émirat, le tourisme ralentit et dans plusieurs quartiers déjà saturés en logements neufs, l'offre dépasse largement la demande. Des propriétaires peinent désormais à trouver des locataires et acceptent des baisses de 15 à 30% pour éviter que leurs biens restent vides. Conscient de l'importance de l'immobilier qui représente près de 10% du PIB de Dubaï et constitue une vitrine de son attractivité, le gouvernement tente de rassurer les investisseurs. L'émir a ainsi présenté le détail d'un vaste projet, la Gold Line, une nouvelle ligne de métro de 42 km et 18 stations, destinée à relier une quinzaine de zones stratégiques et plus de 50 grands projets immobiliers, avec une mise en service prévue à l'horizon 2032. Ce type d'annonce vise à montrer que malgré les tensions régionales, Dubaï continue d'investir massivement dans ses infrastructures pour rester un pôle attractif. Plus de 500 parties civiles ont formé un pourvoi en cassation après la confirmation du non-lieu dans le dossier du chlordécone. Les requérants espèrent obtenir un nouvel examen judiciaire de cette affaire qui demeure un sujet majeur de santé publique aux Antilles. En marge de la conférence régionale consacrée à la sécurité, les représentants des agents de sécurité privée demandent une meilleure reconnaissance de leur rôle dans la prévention de la délinquance. Ils souhaitent être davantage associés aux discussions sur les politiques publiques de sécurité en Martinique. Les élections en Nouvelle-Calédonie, rien ne change vraiment. Les loyalistes et le Rassemblement passent à 24 sièges sur 54. Les indépendantistes en ont 26, mais sont divisés. L'Éveil océanien, qui se trouve entre ces deux blocs, obtient 4 élus. Il jouera donc un rôle important dans ce congrès, puisqu'ils pourront faire pencher le vote d'un côté ou de l'autre. Dans les lycées français, la triche à l'intelligence artificielle prend une ampleur inédite. Les anti-sèches d'autrefois laissent place aux smartphones. Pendant les devoirs surveillés, certains élèves prennent en photo le sujet et l'envoient à une IA, parfois via des applications intégrées comme celle de Snapchat. Pour les élèves qui travaillent sérieusement, cette situation est vécue comme profondément injuste. Le phénomène est désormais massif. Le ministre de l'Éducation a indiqué que la fraude au bac a augmenté de plus de 30%
avec plus de 1200 cas suspectés. Pour les enseignants, les devoirs sont devenus un véritable parcours du combattant. Téléphones dissimulés, écouteurs, montres ou lunettes connectées rendent la surveillance très difficile. Beaucoup de professeurs ont dû changer leurs habitudes, ils circulent davantage en classe et ne restent plus simplement derrière leur bureau. Des dispositifs existent pour limiter l'accès au téléphone, comme des boîtes où les élèves doivent déposer leurs appareils avant l'épreuve, mais les contournements sont faciles. Certains viennent avec 2 téléphones et en gardent un sur eux. Souvent, la fraude est repérée au moment de la correction. Niveau de langage sans rapport avec celui de l'élève, référence inconnue du cours, copie trop parfaite. Faute de preuves matérielles, les enseignants hésitent à sanctionner lourdement et se contentent de notes moyennes pour signifier qu'ils ne sont pas dupes. Les matières scientifiques ne sont pas épargnées. L'IA permet aussi de résoudre des exercices de mathématiques, par exemple. Certains professeurs développent alors des stratégies de vérification, comme demander en classe à l'élève suspecté de refaire sa démonstration au tableau. L'incapacité à expliquer sa propre copie devient un indice fort de triche et a un effet dissuasif sur le reste de la classe. Et cette explosion de la fraude s'explique aussi par la pression de Parcoursup et de l'orientation. Pour beaucoup de lycéens, seul compte l'obtention des meilleures notes, quitte à considérer que la fin justifie les moyens. Les enseignants, eux, alertent. Ces élèves risquent de se retrouver en grande difficulté dans le supérieur, où la surveillance est plus stricte et le niveau d'exigence plus élevé. Face à cette situation, le ministère mise sur la fermeté, interdiction généralisée du téléphone au lycée, possible annulation d'épreuves en cas de fraude, détecteur de portables utilisés dans certains centres d'examen et obligation pour les correcteurs de signaler les soupçons de plagiat ou d'IA même après l'épreuve. Reste la question de fond, jusqu'où renforcer le contrôle sans transformer les lycées en espaces hyper sécurisés au risque de dégrader le climat scolaire. La Fédération des Lioles Rondes poursuit sa réflexion sur son modèle économique. Malgré une progression du nombre de licenciés, les responsables de la discipline alertent sur des difficultés financières qui pourraient freiner le développement de ce sport emblématique de la Martinique. Dans le cadre de ces réunions de démocratie participative, la ville du François organise son 3e jeudi des quartiers à Morne-Pitot. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Pensez-vous que dans l'histoire, l'esclavage est le plus grave crime commis contre l'humanité? Nous vous écoutons. Pensez-vous que dans l'histoire, l'esclavage est le plus grave crime commis contre l'humanité? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres crimes contre l'humanité. C'est vrai que ça fait partie de notre histoire, l'esclavage, mais il y en a d'autres. Jusqu'à présent, on est victime de tout ce qui est l'effet de société. Donc, ne serait-ce que la vie chère, pour moi, c'est un crime aussi parce que tout est cher chez nous et on est obligé de se sacrifier sur certaines choses et on travaille, mais finalement, tout le salaire passe dans les charges, dans tout ce qui est cher en Martinique. Voilà. Absolument. À mon avis, moi, je pense pas. Hein. Il y a peut-être autre chose qui est beaucoup plus grand que ça. Ouais. C'est ça. Mais c'est un crime. On était chez nous, et puis il y a eu trop de viols aussi. Et puis après, l'homme, il a venu encore plus raciste qu'ils auraient là. C'est le plus grand crime. Mais c'est le plus grand pour moi, hein, qui suis antillais. Je ne sais pas pour les autres, mais enfin, c'est toujours, puisque les Arabes avaient appris autant portés dans les pays arabes. Mais c'est le plus grand crime, parce que nous, on n'était même pas en bas de l'échelle, nous étions des animaux, des peuples. Pensez-vous que dans l'histoire, l'esclavage est le plus grave crime commis contre l'humanité? Alors, ma réponse est toujours la même, c'est que comme j'ai pas vécu l'esclavage, je ne peux pas dire que c'est le plus grand crime de l'humanité. Ouais. Je ne peux pas le considérer comme le plus grand crime. Parce qu'il y a autre chose que beaucoup de gens en doutent, qui ne sort pas de l'esclavage.
Mais pour revenir sur l'esclavage en elle-même, comme je veux toujours dire, qui n'a pas vécu l'esclavage. Mes parents n'ont pas vécu, j'apprends à connaître l'esclavage. Je ne suis pas esclave, moi. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est le plus grand crime contre l'humanité. Parce qu'on nous a traités de meubles. On nous a pris pour des meubles. On est des êtres humains comme tout le monde. Hein? Les Blancs sont comme ça. Ils ont hiérarchisé les races. Ils ont mis la race blanche, la race jaune et la race en dernier. On nous piétine. Et jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Hein? Rien n'a changé. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que il y a des familles qui ont été décimées et que je retiens. Je retiens ça. C'est très important pour moi. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons maintenant le savoir et réfléchir de Roland Laouché, l'Iran, Israël et la raison. En 1871, la France perd la guerre franco-prussienne et doit céder à la Prusse, en réalité à l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine. La guerre qui éclate entre les deux pays en 1914 est incontestablement, dans l'esprit de nombre de Français, un moyen de récupérer ces deux territoires. C'est donc cela aussi qui alimente la Première Guerre mondiale. Et ça marche. L'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises. Mais il ne faut pas attendre aussi longtemps que cela, 20 ans, juste une génération, pour qu'éclate une deuxième guerre mondiale au centre de laquelle se trouvent une fois encore la France et l'Allemagne. Cette guerre se termine en 1945. En 6 ans, elle provoque la mort d'au moins 50 millions de personnes dans le monde. Et elle commence par une tentative d'extermination des Juifs en Europe. 50 millions de personnes tuées en 6 ans. Il est donc faux de dire que le plus grave crime contre l'humanité, c'est la traite négrière qui, elle, a réduit en esclavage, elle ne les a pas tués, 15 millions de personnes en 200 ans. Voici donc les pays européens, l'Italie comme la Hongrie, la Roumanie comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Ukraine comme la France, qui se livrent une guerre sans merci. Pourtant, 12 ans plus tard, dans le temps qui mesure l'histoire, 12 ans c'est dérisoire, 12 ans donc seulement après, voilà que ces mêmes pays se mettent d'accord pour créer ensemble la communauté économique européenne. Cette communauté économique européenne à laquelle nous appartenons aujourd'hui et que seule l'Angleterre a quitté en 2020, le fameux Brexit. Cela signifie que ces pays européens ont su oublier toutes les guerres qu'ils ont pu se faire par le passé, et notamment les 2 dernières, mais il y en a eu beaucoup d'autres, pour œuvrer ensemble dans la paix et entreprendre de construire un nouveau monde. Et, curieusement, c'est ce que n'arrivent pas à faire les Juifs et les Arabes, les Israéliens et les Palestiniens. Enterrer la hache de guerre, faire la paix, construire ensemble. Certes, il ne s'agit pas de guerre mondiale et on pourrait ne pas s'y intéresser. Mais dans ce domaine-là aussi, la mondialisation est à l'œuvre. Et c'est, on le sait, à cause de cet orient belliqueux que le détroit d'Ormuz est bloqué et que les conséquences s'en font sentir dans le monde entier, y compris chez nous, en Martinique. La hantise des Israéliens, c'est bien entendu que l'Iran, leur ennemi juré, puisse, comme eux, disposer de l'arme nucléaire. Mais toutes ces dernières années l'ont montré, ce qu'il est convenu d'appeler la dissuasion nucléaire fonctionne. La dissuasion nucléaire, c'est lorsqu'un pays doté de l'arme nucléaire se garde bien de l'utiliser contre l'autre pays qui en est également doté. Pourquoi l'Iran échapperait à cette contrainte? Qui peut s'imaginer qu'un Iran disposant de l'arme nucléaire s'en servirait contre Israël qui en dispose aussi?
Ce n'est guère envisageable que si on en revient à un concept de guerre de religion, c'est-à-dire là où la rationalité disparaît pour être remplacée par le fanatisme. Mais la façon dont les Iraniens ont résisté jusqu'à maintenant à l'agression américaine semble démontrer qu'ils savent jouer de leur raison autant que de leur passion. Et dès lors, pourquoi ne pas réussir, ou au moins tenter ce que les Européens ont réussi, mettre fin à la guerre et avancer ensemble dans la paix. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, passons à la rubrique santé qui s'intéresse ce soir à l'aspirine. Cette étude sur l'aspirine et les cancers digestifs a la particularité de montrer que les bénéfices de ce médicament sont supérieurs aux effets indésirables. En effet, employée depuis plus d'une centaine d'années contre la fièvre et la douleur, l'aspirine a aussi pour effet de fluidifier le sang, d'où son utilisation plus récente en cardiologie pour prévenir les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Mais cette propriété peut aussi constituer un inconvénient en augmentant dans certains cas le risque d'hémorragie. On retiendra que même en matière d'aspirine, surtout lorsqu'il s'agit d'une prise quotidienne, il ne faut pas oublier de bien peser les avantages et les inconvénients. La prise quotidienne d'aspirine à la dose de 75 à 100 mg pendant 10 ans, entre les âges de 50 et 65 ans, aboutit à une réduction de risque de cancer colorectal de 35% et des décès de 40%. Concernant les cancers de l'œsophage et de l'estomac, ces réductions sont de 30% pour le risque et de 35 à 50% pour les décès. Mais avant d'en venir à une plus large utilisation de l'aspirine et notamment de préconiser ce médicament en prévention des cancers digestifs, d'autres études sont nécessaires. Il faudrait notamment définir les doses optimales et mettre en place un protocole permettant d'identifier les personnes les plus à risque, notamment d'effets secondaires comme des saignements ou d'hémorragie interne. En attendant, il n'est pas question de prendre tous les jours de l'aspirine de son propre chef, seul le médecin jugera opportun et au cas par cas de faire bénéficier son patient d'un traitement chronique par l'aspirine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues. En France, retrouvez votre journal sur notre site kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.